Salut, salut, Afrique des légendes, je vous salue. Bienvenue à cette nouvelle conférence. Mbote, Njamna, Mbolo, Kunjani, Ndumelan, Gechacho, Mechache, Aloko, Mbembakiri, Nangadef au Sénégal, Onishoguma, Waniche au Mali, Mahakie, Chale, à nos amis ghanéens, Niyakawana au Niger, Muribuino, Munibwanchi, à nos amis du Malawi, Labusanino, Zanchan, Kaisaini, Maïbouye et Africa. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans vos langues respectives. Vous êtes sur Légendes d'Afrique, cette chaîne qui a pour but, n'est-ce pas, de célébrer, de ressusciter et surtout de promouvoir le patrimoine pluridimensionnel africain. Eh bien, tant sur le plan politique, économique, social, artistique, sportif et j'en passe. Il s'agit bien sûr de l'Afrique africaine et bien sûr de l'Afrique outre-mer, parce que des Noirs vivent et viennent de partout le monde entier. Nous référons ici à l'Afrique américaine, à l'Afrique européenne, à l'Afrique asiatique, à l'Afrique océanienne et bien sûr à l'Afrique de toutes les îles du monde. Bienvenue encore. Maïbouye et Africa. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous vous proposons une conférence, une réflexion intitulée Nelson Rolihlahla Mandela n'a jamais été un panafricaniste ni un héros. Pire, c'est un traître. Eh bien, il s'agira ici pour nous de démontrer que, très loin du discours officiel qu'on connaît sur Mandela, qui consiste à dire que Mandela a, n'est-ce pas, délivré l'Afrique du Sud du joug de l'apartheid. Mandela, prix Nobel de la paix. Mandela, homme politique révolutionnaire, le plus populaire, le plus vénéré, n'est-ce pas, le plus célèbre en Afrique du Sud. Il s'agira de démontrer que Mandela a trahi l'Afrique du Sud dans la mesure où les décisions politiques qu'il a eu à prendre, n'est-ce pas, ont freiné l'émancipation, n'est-ce pas, du noir sud-africain. Puis, les décisions politiques que Mandela a eu à prendre, n'est-ce pas, ont plombé l'Afrique du Sud. Et les conséquences de ces décisions se font ressentir jusqu'à nos jours en Afrique du Sud. C'est dans cette lignée que nous allons démontrer que Mandela n'a pas été un panafricaniste. D'ores et déjà, avant d'entrer en besogne, je voudrais ici citer le révolutionnaire panafricaniste du Mozambique, leader du Frelimo, en la personne de Samora Machel, qui a affirmé dans l'une de ses plus célèbres stations, I quote, "The day you hear the white speak of me in good terms, don't share your secret with me, because that means I would have betrayed you already." Le jour où vous entendrez l'homme blanc me célébrer, ne partagez plus vos secrets avec moi, parce que ceci signifierait que je vous ai déjà trahi. Eh bien, nous pouvons, dans cette lignée, alors, déjà avoir un déclic aux oreilles. Mandela a été tellement et tellement célébré, voire vénéré par les officines occidentales. Ceci n'a pas été le cas des vrais panafricanistes africains tels que Kwame Nkrumah, tels que Thomas Sankara, tels que Sékou Touré, tels que Amilcar Cabral, la liste est tellement longue, tels que Julius Kambarage Nyerere, tels que les UPCistes martyrs au Cameroun, Ernest Wandier, Oumniobe, Félix Moumier et j'en passe. Alors, pourquoi cette hyper-vénération sur le personnage Mandela? Point d'interrogation. Restez scotchés jusqu'à la fin de cette émission
et nous allons décortiquer le vrai du faux. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour bien mener cette conférence, nous allons diviser notre propos en 5 grands points. Le premier point consistera à rappeler le discours officiel sur Mandela. Que sait-on de Mandela d'après les archives internationales? Dans une deuxième partie, nous allons présenter l'antithèse. Comment Mandela a trahi le combat de l'ANC, African National Congress, parti majoritaire en Afrique du Sud. Nous allons ébaucher ici des signes ou des points, n'est-ce pas, qui montrent la trahison de Mandela. Dans un troisième plan, nous allons essayer de réfléchir. Pourquoi est-ce que Mandela a trahi l'Afrique du Sud? Les circonstances et les implications de cette trahison. Dans un quatrième plan, nous allons montrer comment cette trahison, qui se sont, n'est-ce pas, matérialisées par des actions et des actes politiques, comment cette trahison a plombé le peuple noir sud-africain jusqu'à nos jours. Et bien évidemment, en cinquième partie, nous allons ébaucher des sorties de crise. Nous allons montrer comment remédier à cette situation. Nous allons essayer d'apporter nos modestes contributions, n'est-ce pas, sur la sortie de crise. Comment est-ce que le peuple noir, comment est-ce que l'Afrique du Sud peut se reconnecter au panafricanisme, peut reprendre sa marche souveraine vers l'intégration africaine et l'autodétermination. Eh bien, si vous êtes d'accord avec ce plan, je vous invite d'ores et déjà de partager massivement cette vidéo. Partagez cette vidéo pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, aller partout. Pour qu'on puisse comprendre un récit différent du récit officiel sur Mandela. J'entends très souvent des panafricanistes et des leaders d'opinion sur le continent africain citer Mandela comme une référence. Eh bien, il est temps que cet esbrouf, cette fantasmagorie cesse. Parce que Mandela n'est pas un panafricaniste au même titre que les Nkrumah, que les Sékou Touré, que les Thomas Sankara, que les Julius Nyerere et autres. Mandela n'est pas un panafricaniste à mettre sous le même pied d'égalité avec ses autres. Donc il est temps que quand aussi les panafricanistes, on doit exclure Mandela. Je m'adresse ici à tous nos leaders d'opinion, n'est-ce pas, tels que les Kenny Seba, les Nathalie Nyam, le professeur Nyamsi, ou Cameroun, ou Africa, les Eguzi Beyanzin et bien d'autres. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans plus tarder, nous commençons avec la première partie de notre émission. Qui était Mandela et que sait-on officiellement de Mandela? Rappelons que Mandela est né un 18 juillet 1918 dans une localité appelée Mvezo, qui se trouve dans la province du Eastern Cape, Cap oriental en Afrique du Sud. Et Mandela est décédé officiellement un 5 décembre 2013 à Johannesburg, dans la province du Gauteng. Eh bien, Mandela était un avocat de formation. Il a été diplômé en droit de l'université de Witwatersrand en 1942. Et directement en 1943, il a intégré le parti politique ANC, African National Congress. Mandela a passé officiellement 27 années de sa vie en prison, notamment de 1964 à 1990. De 1964 à 1982, il était incarcéré à la prison de Robben Island, qui est une île, n'est-ce pas, située au large des côtes de la province du Cap, en Afrique du Sud.
De 82 à 88, il était incarcéré à la prison de Portsmouth. Et puis, il a été transféré à cause d'une tuberculose, officiellement, à la prison de Victor Verster, qui se trouve pas loin de la ville de Parle. Parle se situant aussi dans la province du Cap, non loin de la ville de Cape Town. Eh bien, il a été incarcéré dans cette dernière prison, Victor Verster, jusqu'à sa sortie officielle qui était ce fameux 11 février 1990. Eh bien, Mandela a été par la suite président du parti ANC de 1991 à 1997 en remplacement de Oliver Tambo. Mandela était marié. Il a eu 3 femmes. Il était marié d'abord à Evelyn Toko Massé, de 44 à 57, puis à Winnie Mandela, de 57 à 96, et enfin marié à Gracia Simbine, qui était en passant l'épouse, n'est-ce pas, du premier président du Mozambique, le leader panafricaniste et révolutionnaire, chef du Frelimo, Samora Machel. Eh bien, Gracia Simbine Machel fut l'épouse de Mandela de 1998 jusqu'à sa mort en 2013. Mandela a été président de l'Afrique du Sud à la suite du fameux vote du 9 mai 1994, ici président de l'Afrique du Sud du 10 mai 1994 jusqu'au 19 juin, jusqu'au 14 juin, d'autant pour moi, 1999. Mandela a été le prix Nobel, a reçu le prix Nobel de la paix en 1993. Mandela a effectué une visite d'État aux États-Unis en 1994, invité par le président américain Bill Clinton. Je vous exhorte ici à suivre notre vidéoconférence qu'on a fait sur la visite d'État du président William Ruto aux États-Unis pour comprendre les enjeux et l'importance de la visite d'État d'un président africain aux États-Unis. Pour l'histoire, il n'y a que eu 6 présidents africains de toute l'histoire des États-Unis à effectuer une visite d'État aux États-Unis. Mandela était l'un d'eux. Eh bien, en définitive, en résumé, Mandela a reçu tellement et tellement de distinctions et de prix. Il a obtenu plus de 70 doctorats honoris causa, c'est-à-dire des doctorats honorifiques de toutes les universités du monde entier. Il a reçu aussi plus de 250 médailles, prix et récompenses, tant nationales qu'internationales, sur plus de 40 ans de vie politique. Eh bien, je crois que le décor a été planté. Avec tout ceci, nous comprenons un peu plus le personnage Mandela pour ceux, n'est-ce pas, qui n'étaient pas avisés de tout ceci, n'est-ce pas? Eh bien, ce qui est à retenir dans l'histoire Mandela, ce sont ces années de prison et à sortir de prison, cette hyper vénération du personnage Mandela, tant sur le plan national qu'international. Ceci nous permet, n'est-ce pas, de transiter à la deuxième partie de l'émission où nous allons démontrer que Mandela, en fait, n'est pas si panafricaniste et que le discours officiel dont on entend est biaisé. Eh bien, nous entamons la deuxième partie de cette conférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où il est question de démontrer avec des arguments que Mandela n'a pas été un panafricaniste. Et pour ce faire, nous allons ébaucher 6 points qui montrent
la duplicité, ou alors le fait que Mandela n'est pas un panafricaniste. Eh bien, sans plus tarder ici, nous allons parler en premier lieu de l'hyper-vénération du personnage Mandela. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'Afrique du Sud, je voudrais vous rappeler que Mandela est l'un des personnages, ou bien le personnage le plus célébré en Afrique du Sud de par les infrastructures. En Afrique du Sud, il existe la maison Nelson Mandela. Il existe des ponts baptisés Nelson Mandela, des rues Nelson Mandela, des malls. Il y a le fameux mall à Santon, Nelson Mandela Mall, où il y a cette grande statue de Mandela à l'entrée du mall. Union Building, qui est la présidence de l'Afrique du Sud, abrite aussi une autre très grande statue de Mandela à l'entrée. Ceci est à Pretoria, capitale sud-africaine. Il y a l'université métropolitaine Nelson Mandela dans le Cap Oriental. Il y a Nelson Mandela Musée, le musée de l'apartheid qui se trouve à Soweto. Il y a, pour ceux qui connaissent, le programme YALI, qui était le programme lancé par Obama, Young African Leader Initiative, qui a été rebaptisé Nelson Mandela Washington Fellowship. Puis, Mandela apparaît sur tous les coupures de billets de banque sud-africains. Le billet de 10 rand, le billet de 20 rand, le billet de 50 rand, le billet de 100 rand, le billet de 200 rand. Eh bien, une question se dégage ici. Est-ce que Mandela était le seul personnage ayant lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud? Eh bien, la réponse est non. Mandela n'est pas le seul ayant favorisé ou alors ayant conduit à la fin de l'apartheid. Je veux citer ici les Steve Biko qui n'ont pas été honorés au même titre que Mandela. Je veux citer ici Hector Peterson, assassiné à l'âge de 12 ans lors des fameuses émeutes du 16 juin 1976 à Soweto, où les étudiants protestaient contre la langue afrikaans imposée à l'école. Je veux ici citer Oliver Tambo, qui, n'est-ce pas, à part l'aéroport de Johannesburg, qui a été, n'est-ce pas, nommé après lui, n'a pu faire l'objet d'aucune reconnaissance. Je veux citer ici Walter Sisulu, qui, n'est-ce pas, était l'un des fondateurs pionniers de l'ANC, qui n'a pas été reconnu au même titre que Mandela. Je veux citer ici Jacob Zuma, troisième président de l'Afrique du Sud après Mandela Mbeki. Zuma a été incarcéré pendant au moins 10 ans en Afrique du Sud. Quand on cite les martyrs ou alors quand on cite les victimes de l'emprisonnement, Zuma en fait partie. Je veux citer Desmond Tutu aussi. Tout ceci, c'est pour vous montrer que Mandela ne fait pas l'unanimité. Et je puis vous dire que la popularité de Nelson Mandela dans la population noire en Afrique du Sud ne fait pas l'unanimité. Tout simplement parce que presque toutes les familles noires sud-africaines ont au moins une personne, un ancêtre, un grand-père, une grand-mère décédée pendant l'apartheid, mais qui n'a jamais, et alors au grand jamais, été reconnu ou alors été honoré au même titre que Nelson Mandela. Ceci montre qu'il y a eu, n'est-ce pas, un acharnement ou alors un choix délibéré sur la personne de Mandela pour le glorifier. Mais je puis vous prendre l'exemple de toutes les luttes en Afrique, les luttes de libération. Je vous mets au défi de me montrer un seul pays qui a été libéré par une seule personne. La libération a toujours été le fruit d'un ensemble de personnes. Un ensemble de révolutionnaires. Pourquoi cette fixation sur le personnage Mandela? Eh bien, ceci nous amène à parler du deuxième point qui montre la trahison de Mandela, qui n'est rien d'autre que les accords de fin d'apartheid.
Eh bien, il faut savoir que pendant les accords de fin d'apartheid, Mandela a refusé ou alors a accepté la non-répartition des terres aux Noirs, comme ce fut le cas au Zimbabwe. Je veux vous rappeler qu'aujourd'hui, la population blanche en Afrique du Sud est moins de 10%. Et cette population, n'est-ce pas, détient plus de 95% des terres sud-africaines jusqu'à nos jours. Ce qui dit, pendant la fin de l'apartheid, ce qu'on peut appeler la décolonisation, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, transfert des terres ou répartition des terres, comme ce fut le cas au Zimbabwe. Je vous rappelle qu'ici, le Zimbabwe, n'est-ce pas, qui a arraché son indépendance à la sueur et au sang contre le régime impérialiste de Ian Smith, n'est-ce pas, ce fut le parti ZANU, PF, de Robert Mugabe qui était en tête. Ils ont exigé le départ, n'est-ce pas, le départ de Ian Smith et sa clique, maintenant d'Angleterre, et ils ont repris possession de toutes les terres au Zimbabwe. Ce qui ne fut pas le cas en Afrique du Sud. Et ça, ceci constitue l'un des critiques majeures qu'on reproche à Mandela, le fait que la richesse n'a pas été redistribuée. Nous passons à un troisième élément de cette trahison, qui fut le divorce avec Winnie Mandela. Eh bien, je ne refuse pas ici le droit à Nelson Mandela de divorcer. Mais qui était Winnie Mandela? Il faut savoir que Winnie Mandela était une révolutionnaire et une femme déterminée à l'émancipation des Noirs. Pendant les 27 années de prison de Mandela, c'était Winnie Mandela. Parce que pendant l'apartheid, officiellement, on n'incarcérait pas les femmes. Donc c'était Winnie Mandela qui tenait les meetings, qui regroupait les gens, qui haranguait les foules pour continuer à défendre la cause noire. Eh bien, à sa sortie de prison, les rumeurs, n'est-ce pas, d'après les rumeurs, Mandela a divorcé à cause de la trahison. Apparemment, Winnie Mandela a découché, a allé avec d'autres hommes, d'après les rumeurs. Mais cette thèse ne tient pas la route. Parce que Winnie Mandela est une femme droite. Et même si c'était la cause du divorce, pourquoi est-ce que Winnie Mandela n'a jamais occupé des fonctions de responsabilité dans le gouvernement Mandela? Indépendamment de sa situation sociale, Winnie Mandela était une femme guerrière, pionnière du mouvement de l'ANC, tout du moins de l'ANC, la jeunesse, youth, ANC Youth, qui devait avoir sa place dans le gouvernement Mandela. Je vous rappelle que Winnie Mandela s'est juste contentée d'un poste vice-ministre à la culture qu'elle a exercé pendant moins d'1 an. Et elle a été remerciée officiellement à cause d'une corruption. À cause de la corruption. Connaissant Winnie Mandela, cette thèse ne tient pas la route. C'était une femme de fer, une femme droite, droit dans ses bottes. Donc le divorce de Winnie Mandela est un épisode qui jusqu'à aujourd'hui crée beaucoup de tensions en Afrique du Sud. Parce qu'il faut le rappeler que Winnie Mandela est décédée en 2021 dans la misère totale. Elle est restée à Soweto, loin des caméras, alors elle a donné de son temps, de sa vie à la bataille. Elle a perdu sa fille. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Winnie Mandela a beaucoup sacrifié dans cette lutte et nous estimons qu'elle n'a pas été honorée comme il le devait. Et ceci nous pousse à peut-être étendre notre réflexion. Pourquoi est-ce que Winnie Mandela a été écartée de Mandela? Ne pensez-vous pas que peut-être sa présence aux côtés de Mandela devait faire changer, devait, n'est-ce pas, ramollir, ou alors devait faire changer les idées de Mandela?
notamment concernant la lutte des Noirs, qui a été très diluée après l'accession, n'est-ce pas, de Mandela au pouvoir. Donc le chapitre Winnie Mandela ne cessera de faire couler beaucoup d'encre. Eh bien, pour notre part, nous voulons toujours reconnaître Winnie Mandela comme une guerrière, une femme qui a lutté à part entière à l'émancipation de l'Afrique du Sud. Bien que, étant dans tout le cœur de la population noire sud-africaine et africaine, elle n'a pas reçu, n'est-ce pas, les mêmes honneurs, les honneurs au titre de sa lutte sur le plan officiel en Afrique du Sud. Eh bien, en quatrième point, nous voulons encore rappeler la situation précaire des Noirs, situation économique des Noirs, qui a, n'est-ce pas, été la conséquence de ces accords de fin d'apartheid. Il faut comprendre que la population noire, jusqu'à nos jours, est en majorité non alphabétisée, non éduquée. La population noire est concentrée en Afrique du Sud dans des bidonvilles, dans des townships. Et la population blanche, qui, n'est-ce pas, détient 10% de la population, contrôle plus de 90% des richesses, la population blanche. Pendant que la population noire, qui constitue plus de 85% de la population, parce qu'il y a des Indiens et autres nationalités en Afrique du Sud, les Noirs qui constituent plus de 85% de la population sud-africaine se contentent de moins de 10% des richesses. Ceci est le cas jusqu'à nos jours en Afrique du Sud. Nous trouvons que ceci est une aberration et ceci découle directement des accords de fin d'apartheid dont Mandela était le premier responsable. Le cinquième point qui, n'est-ce pas, prouve que Mandela, n'est-ce pas, n'a pas été un panafricaniste, n'est-ce pas, dans tout le sens du terme, c'est le fait que Mandela, à sa sortie de prison, était fluent en afrikaans, qui est la langue du blanc. Eh bien, on doit rappeler ici que Mandela, quand Mandela entrait, n'est-ce pas, allait en prison dans les années 82, dans les années 64 d'autant pour moi, Mandela ne parlait pas un mot d'afrikaans. Comment expliquer qu'après 27 ans de pouvoir, après 27 ans de prison d'autant pour moi, Mandela, à sa sortie de prison, parle fluemment la langue du blanc, qui est l'afrikaans. Beaucoup de rumeurs pensent que Mandela n'a jamais fait 27 ans de prison. Au contraire, il était assis dans une prison dorée où on lui formatait le cerveau, n'est-ce pas, en vue, n'est-ce pas, de prendre le pouvoir pour une transition négociée et une transition, n'est-ce pas, moins ardue, moins brute entre le régime apartheid et les Noirs en Afrique du Sud. Ceci est la thèse qui, n'est-ce pas, est relayée, n'est-ce pas, dans la population noire, puisque Mandela, sa popularité ne fait pas l'unanimité au sein de la population noire sud-africaine. Eh bien, le dernier point de cette partie qui, n'est-ce pas, consiste à démontrer la duplicité de Nelson Mandela dans la lutte anti-impérialiste des Noirs sud-africains, c'est son mariage avec Gracia Simbine Machel, qui a eu lieu en 1998 en Afrique du Sud. Eh bien, je vous rappelle que Gracia Machel Simbine était la femme, la deuxième épouse plus précisément, du président mozambicain révolutionnaire panafricaniste Samora Machel. Ce président, qui est décédé d'un crash d'avion en 1986,
revenant d'une réunion à Lusaka, en Zambie, revenant au Mozambique, à Maputo. Je vous rappelle ici qu'il y a une continuité territoriale entre la Zambie et le Mozambique. Ceci dit, un avion pour faire Lusaka, un avion présidentiel pour aller de Lusaka à Maputo n'a pas besoin de transiter par l'Afrique du Sud. Eh bien, jusqu'à nos jours, les causes du crash de l'avion du président Samora Machel ne sont pas élucidées. Beaucoup de rumeurs, n'est-ce pas, avancent la thèse de la fausse balise, false beacon. La fausse balise est une technique, une manœuvre qui consiste, n'est-ce pas, à dérouter la trajectoire d'un avion, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, se rendre dans un territoire étranger. Beaucoup de thèses affirment que c'est cette manœuvre dont a été victime l'avion du président Samora Machel qui s'est crashé, n'est-ce pas, à Bouzini, qui est une localité dans le Mpumalanga, en Afrique du Sud. Donc, après ce crash, le régime mozambicain, et notamment la famille Machel, a réclamé des explications, des clarifications et surtout des dommages au régime d'apartheid, qui, n'est-ce pas, bien évidemment, est resté lettre morte à la poste, jusqu'à l'avènement de Mandela, où cette affaire a repris du zèle. Donc nous pensons que le mariage de Mandela avec Gracia Simbine était une mesure d'apaisement de la famille Machel. C'était un mariage arrangé de toutes les pièces. Voilà. Puisque, comment expliquer que Gracia Machel, qui vivait à Maputo, puisse tomber amoureux d'un Mandela après 27 années de prison, qui, n'est-ce pas, lui-même est marié, ou alors était marié à Winnie Mandela. Donc nous comprenons que il y a eu des manœuvres pour écarter Nelson Mandela de Winnie Mandela, parce que c'est une femme guerrière. Et quand on reste à côté d'une femme guerrière comme ça, on ne peut qu'avoir des idées, n'est-ce pas, révolutionnaires. Donc Mandela a été écarté de Winnie Mandela pour aller épouser Gracia Simbine, qui a fait une pierre deux coups. En même temps, il a épousé une femme, n'est-ce pas, apolitique, parce qu'il faut le dire, depuis le Mozambique, Gracia Machel ne se mêlait pas beaucoup de la politique, comparé à la première femme du président Samora Machel, Josina Mutembo, n'est-ce pas? Gracia Machel ne s'intéressait pas beaucoup à la politique, donc c'était la candidate idéale pour être aux côtés de Mandela. En même temps, la récompense et, n'est-ce pas, les revendications du peuple mozambicain sur le crash a été, n'est-ce pas, relayé au second plan. Et jusqu'à nos jours, je rappelle que le crash d'avion du président mozambicain Samora Machel, premier président mozambicain, chef du Frelimo, ce crash d'avion n'a pas été élucidé. Et ceci, n'est-ce pas, n'est pas bien pour le gouvernement sud-africain. Parce qu'il faut le dire, le Mozambique a lutté. Presque tous les pays africains ont, n'est-ce pas, participé à la libération de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, en contrepartie, devrait au moins faire aboutir ses enquêtes pour, n'est-ce pas, le bien de plusieurs Mozambicains qui ont vu leur héros, n'est-ce pas, disparaître. Un panafricaniste, en la personne de Samora Machel, disparaître sans, n'est-ce pas, qu'on connaisse les causes officielles de son décès. Donc, avec ces 6 points, nous pouvons affirmer sans embâche que Mandela n'a pas été vraiment panafricaniste, puisque ses décisions politiques ont plombé l'Afrique du Sud. Puisque ces décisions politiques,
n'est-ce pas, ont des conséquences négatives jusqu'à nos jours, comme nous allons le démontrer dans les prochaines parties. Nous vous demandons de rester scotché et sans plus tarder, nous allons au troisième point de cette émission. Eh bien, dans cette troisième partie, nous nous posons la question à savoir pourquoi est-ce que Mandela a trahi la lutte de l'ANC. Parce qu'il faut le dire, la gestion de Mandela ne reflétait pas, dans tous les sens du terme, la ligne, la position révolutionnaire du parti ANC. Pourquoi cela? Eh bien, au vu de nos analyses et de nos lectures, n'est-ce pas? Vous savez, l'impérialisme occidental ne change pas de façon de s'asseoir. Ceci dit, ce qui s'est passé en Afrique du Sud est très semblable aux décolonisations qu'on a connues en Afrique subsaharienne, où au moment de la décolonisation ou de l'indépendance, on a accordé l'indépendance à ceux qui le demandaient le moins. Vous prenez un pays comme le Cameroun, vous savez que l'indépendance du Cameroun, à l'indépendance, le Cameroun devait être dirigé principalement par les UPCistes. Ce sont eux qui ont lutté, qui ont donné leur sang pour la libération du Cameroun. Mais le colon a eu cette manœuvre intelligente, n'est-ce pas, de chercher un bouc émissaire qui va diriger, n'est-ce pas, le Cameroun, ou alors continuer la colonisation après l'indépendance. Et c'est le même cas qui s'est passé en Afrique du Sud. Parce qu'il faut se dire, en Afrique du Sud, on a tout fait pour écarter les révolutionnaires nationalistes sud-africains, tels que les Walter Sisulu, Oliver Tambo, les Winnie Mandela, les Steve Biko. Ils ont été assassinés, ils ont été écartés pour, n'est-ce pas, promouvoir, pour, n'est-ce pas, faire émerger un pantin dans la personne de Nelson Mandela. C'est la raison pour laquelle nous pensons, au vu des rumeurs et au vu de certaines lectures, que Mandela, loin d'avoir passé 27 années de prison, était dans une prison dorée où il avait une bibliothèque personnelle, il lisait des livres, n'est-ce pas, favorisant, ou alors diluant sa lutte, ou n'est-ce pas, une prison ou un lieu dans lequel il apprenait l'afrikaans. Ce qui explique à sa sortie de prison, il était, n'est-ce pas, fluent dans la langue du blanc. Donc, il y a une similitude dans la décolonisation de tous les pays africains. La similitude est cette manœuvre, alors cet acharnement du colon à, n'est-ce pas, continuer la colonisation. Mais au lieu d'avoir des maîtres blancs, on a plutôt des noirs, ce qu'on appelle des esclaves de salon. Eh bien, l'Afrique du Sud, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'est pas un reste de ce schéma, pour la simple raison que, comme nous l'avons démontré dans les cas précédents, Mandela a pris des actions, des décisions politiques qui ne vont pas, alors pas du tout, dans le sens de l'ANC, de la ligne révolutionnaire de l'ANC. Donc, la question a été répondue. Mandela a trahi l'Afrique du Sud tout simplement parce qu'il a été choisi par l'oligarchie, n'est-ce pas, Afrikaners, qui n'est-ce pas le nom des Blancs en Afrique du Sud, Boers, l'oligarchie Boers, n'est-ce pas, pour diluer la lutte des Noirs. Parce qu'il faut se le dire, dans les années 90, il y avait, n'est-ce pas, une grogne internationale
concernant à l'endroit de l'Afrique du Sud. Et le régime de Frédéric de Klerk s'est trouvé dos au mur. Il n'avait plus d'autre choix que d'accorder, n'est-ce pas, la fin, de mettre fin à l'apartheid. Parce que c'était déjà vraiment, il y avait des mouvements populaires partout, tant de l'Afrique que internationalement. Je vous rappelle ici que presque tous les pays sud-africains, tous les pays africains étaient interdits du voyage en Afrique du Sud pendant l'apartheid. L'Afrique du Sud était fermée au monde africain. Et tous les pays africains, président libyen, Muammar Kadhafi en tête, tous les panafricains, les Nkrumah, les Sékou Touré, les Thomas Sankara, sans, n'est-ce pas, sans réserve, ont condamné le régime de l'apartheid. Donc dans les années 89-90, avec l'avènement du multipartisme en Afrique, il était temps d'accorder la décolonisation à l'Afrique du Sud. C'est cette décolonisation qui, n'est-ce pas, s'est passée de façon négociée, contrairement au Zimbabwe, où, n'est-ce pas, la décolonisation s'est passée de façon brute, dans la mesure où le ZANU-PF a mis hors d'état de nuire, a chassé le parti, a chassé le régime de Ayan Smith et a, n'est-ce pas, procédé à la redistribution des terres. C'est la raison pour laquelle le président Robert Mugabe, paix à son âme, est le plus souvent considéré comme un panafricaniste. Donc, revenant sur le cas de l'Afrique du Sud, il y avait une groue, ce qui fait la décolonisation était automatique. Il n'y avait pas d'autre choix. C'est la raison pour laquelle le régime de Frédéric de Klerk, n'est-ce pas, similairement à tous les régimes impérialistes, a dupé, n'est-ce pas, a dupé la lutte et a poussé un noir qui était Mandela à la tête. C'est la raison pour laquelle je vous rappelle que Frédéric de Klerk fut le vice-président de Nelson Mandela, tel que convenu dans les accords de décolonisation. Ce scénario était impensable si l'ANC avait toujours à sa tête le Walter Sisulu ou le Oliver Tambo. Mais ce sont des guerriers qui, n'est-ce pas, voulaient, loin de vouloir une revanche, voulaient l'émancipation du noir. Voilà. Donc, Frédéric de Klerk, qui fut l'ancien président blanc avant Mandela, fut, n'est-ce pas, vice-président au temps de Mandela. Conformément aux accords qui ont été signés. Voilà. Nous pensons que Mandela a été la personne choisie pour, n'est-ce pas, diluer la lutte d'émancipation. Et comme nous allons nous montrer, ce qui nous permet de passer à la quatrième partie, nous allons montrer comment les accords et les décisions politiques que Mandela a eu à prendre ont plombé l'Afrique du Sud, ont des répercussions, des conséquences jusqu'à nos jours. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous entrons dans la quatrième partie de notre conférence consacrée aux conséquences de la trahison de Nelson Mandela qui sont d'actualité jusqu'à nos jours en Afrique du Sud. Comme nous l'avons mentionné dans la deuxième partie, l'un des principaux, n'est-ce pas, signes qui ont, n'est-ce pas, marqué négativement le régime Mandela, ce fut les accords économiques qui, n'est-ce pas, ont refusé, ont acté la non-répartition des terres sud-africaines entre les Noirs et les Blancs. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, on assiste à une situation socio-économique très très tendue, diamétralement opposée entre les Noirs et les Blancs. Nous avons d'un côté les Blancs, comme nous l'avons dit plus haut, qui constituent moins de 10% de la population,
qui contrôle plus de 95% des richesses, des ressources et des terres. À l'opposé, nous avons des Noirs, n'est-ce pas, qui constituent au moins 80% de la population, mais qui contrôlent moins de 10% des ressources, y compris le gouvernement noir sud-africain, l'ANC y compris. Ils ont un pouvoir politique, mais le pouvoir économique est inexistant. Ceci a entraîné, n'est-ce pas, un racisme poussé. Ce phénomène, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ont exacerbé le racisme en Afrique du Sud. On assiste à la division des classes sociales. Les Noirs qui restent majoritairement dans les bidonvilles, dans des sous-quartiers, qui, n'est-ce pas, vont dans des écoles moins reconnues, des écoles moins référencées, contrairement aux Blancs qui restent dans des quartiers huppés, qui ont un coût de vie très, n'est-ce pas, élevé, et qui vont dans des quartiers, dans des écoles, dans des universités, n'est-ce pas, de haut gamme. La division des classes sociales est tellement criarde en Afrique du Sud que la construction des maisons reflète cela. En Afrique du Sud, toute maison, n'est-ce pas, est entourée d'une haute barrière. L'insécurité est galopante en Afrique du Sud. Le vol, les tueries, les assassinats sont monnaie courante en Afrique du Sud. Et ceci découle directement, n'est-ce pas, des accords de fin de l'apartheid. Nous avons une insécurité galopante où marcher dans la rue à n'importe quelle heure est risqué. Nous avons des situations où on se fait agresser au couteau, au vu et au su de tout le monde dans les rues de Johannesburg sans que personne ne vous vienne en aide. Vous avez l'insécurité dans des taxis où on vous soutient des téléphones, on vous agresse, on vous amène dans des lieux et on vous dépouille de tous vos objets. En Afrique du Sud, le port de l'arme est permis à tout le monde qui a, n'est-ce pas, un bien à défendre. Ce qui a amené à une prolifération d'armes dans le pays. Presque tous les Blancs, majoritairement, sont armés. Ce qui, n'est-ce pas, entraîne des meurtres à tout bout de champ. Des coups de fusil dans la ville à tout bout de champ. Cette insécurité galopante, le vol, les assassinats sont de près ou de loin l'œuvre des accords mal négociés de décolonisation. À côté de cette situation, nous pouvons citer le manque de reconnaissance de la part des Sud-Africains. L'ANC en tête, le manque de reconnaissance à l'envers, à l'égard des pays africains. Pendant l'apartheid, je vous rappelle que l'unanimité des pays africains était pour la cause sud-africaine. Défendait mordicus, bec et ongle, le régime, l'apartheid contre le régime apartheid. Défendait l'ANC contre le régime de l'apartheid. Nous pouvons citer tous les panafricanistes que vous connaissez. Que ce soit Thomas Sankara, que ce soit les Nyerere, les Sékou Touré, les Kwame Nkrumah, n'est-ce pas, les Amilcar Cabral. Tous ces panafricanistes défendaient la cause sud-africaine. Les Samora Machel, les Robert Mugabe. Comment expliquer aujourd'hui ce manque de reconnaissance de l'Afrique du Sud à l'égard des autres pays? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la xénophobie est monnaie courante en Afrique du Sud. Il ne se passe pas 4 ans, voire 3 ans, sans qu'on assiste à des actes xénophobes où des Sud-Africains noirs
balkanise, n'est-ce pas, des avoirs des Africains noirs. La xénophobie, n'est-ce pas, par définition, est le rejet de l'étranger. Comment expliquer que dans un pays africain, un blanc, Boers, est plus africain qu'un Africain subsaharien, au point que l'Africain subsaharien est victime de xénophobes, mais ce n'est pas le cas pour les Indiens et les blancs sud-africains localement. Cette situation est d'autant plus grave que pendant l'apartheid, les Sud-Africains noirs se réfugiaient dans les pays africains. Je veux prendre ici l'exemple de la maman Africa, Miriam Makeba, qui, n'est-ce pas, était réfugiée en Guinée-Conakry de Sékou Touré. Elle avait eu l'asile politique. Je veux prendre l'exemple du grand chanteur Hugh Masekela, paix à son âme, qui, n'est-ce pas, a vécu au Zimbabwe, au Mozambique. Ils sont nombreux. Presque tous les Noirs sud-africains se réfugiaient au Mozambique de Samora Machel. Et plus tard au Zimbabwe, après l'accession au Zimbabwe des années 85, de l'indépendance. Eh bien, nous imputons ce manque de reconnaissance à l'ANC. Parce que l'ANC, qui est le parti majoritaire en Afrique du Sud, après la décolonisation ou la fin de l'apartheid, n'a pas su mettre les programmes, n'est-ce pas, éducatifs, des programmes et des projets pour, n'est-ce pas, favoriser la reconnaissance de l'Afrique du Sud envers les autres Africains. Je vous rappelle ici que l'histoire africaine n'est pas enseignée au secondaire sud-africain. Ce fut le même tour de passe qu'on a assisté dans l'Afrique subsaharienne, où le système éducatif jusqu'à nos jours est dominé par des concepts occidentaux. En Afrique du Sud, c'est pareil. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, la reconnaissance n'est pas inscrite dans le programme des Sud-Africains. Nombreux sont les Sud-Africains qui ne reconnaissent, qui ne connaissent même pas le fait que beaucoup d'Africains ont lutté à leur côté. C'est la raison pour laquelle on assiste à cette xénophobie qui, n'est-ce pas, vise en tête de peloton les Zimbabwéens, les Nigérians, les gens de l'Afrique de l'Est, tels que les Tanzaniens et autres, qui détiennent des commerces, n'est-ce pas, des boutiques en Afrique du Sud qui sont saccagées au moindre énervement de la population. Ceci est incompréhensible dans un pays africain. L'Afrique du Sud est presque le seul pays en Afrique où on parle de xénophobie envers les Africains. Ceci découle de près ou de loin des accords de fin de décolonisation dont Mandela était le chef signataire. Nous voulons citer encore ici le faible taux d'alphabétisation. Nous rappelons ici que pendant l'apartheid, beaucoup de Noirs sud-africains étaient incarcérés. C'est la raison pour laquelle la gente féminine, n'est-ce pas, était très scolarisée. Et après la fin de l'apartheid, cette situation devait changer. L'ANC devait se battre pour, n'est-ce pas, alphabétiser et africaniser les universités sud-africaines. Mais ce n'est pas le cas jusqu'à nos jours. Nous avons toujours un taux faible de représentation noire en Afrique du Sud. C'est ce qui explique aussi, c'est ce qui peut expliquer d'autant pour moi l'insécurité et le manque de reconnaissance, parce que l'alphabétisation est la voie à suivre. Je vais ici citer Nelson Mandela, qui a dit que education is the greatest weapon that can be used to change the world. Ça, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela a aussi eu à poser des actes positifs qu'il faut signaler, des actes positifs qu'il faut souligner. Il a dit l'éducation est l'arme la plus puissante que nous pouvons utiliser pour changer le monde. Ayant dit cela, ces actions politiques
n'ont pas suivi. Parce que s'il était conscient que l'éducation pouvait changer le monde, il devait, n'est-ce pas, investir dans une campagne massive de sensibilisation à l'éducation, telle enceinte que toute la population noire, n'est-ce pas, soit scolarisée, ce qui n'est pas le cas. Eh bien, je veux citer ici en dernière partie la situation de Gaza en Palestine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous supportons le régime de l'ANC dans leur, n'est-ce pas, dans leur support pour la cause palestinienne. Parce qu'il est sans ignorer que la Palestine, pendant les années noires d'apartheid, a toujours supporté l'ANC, s'est toujours mise aux côtés de l'ANC, la Palestine. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle vous avez suivi, l'Afrique du Sud a été en tête de peloton pour, n'est-ce pas, défendre les Palestiniens. Et c'est même l'Afrique du Sud qui a, n'est-ce pas, porté la cause palestinienne à la Cour internationale de justice, CIJ. Ce qui est très bien. Nous voulons admirer cette action. Mais nous voulons aussi demander à l'Afrique du Sud, par continuité, pourquoi l'Afrique du Sud ne défend pas aussi l'Afrique du Sud qui a un statut, n'est-ce pas? Ils sont dans le G20, ils ont un statut de marque dans la scène internationale. Je vous rappelle ici que l'Afrique du Sud est membre des BRICS, n'est-ce pas? Cette organisation qui fait face à l'OTAN, qui rivalise l'OTAN. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Comment expliquer aujourd'hui que l'Afrique du Sud laisse tous les problèmes en Afrique pour aller porter la cause palestinienne à la Cour internationale de justice? Je veux ici qu'il soit clair que je félicite l'Afrique du Sud pour ce geste. Mais il faudrait aussi, la Palestine n'a pas été le seul pays à défendre l'Afrique du Sud pendant ces années noires. Aujourd'hui, le Burkina Faso, pays de l'AES, est attaqué par les terroristes. Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso, a été l'un des supporters de la cause de l'ANC. Qu'a fait l'ANC en retour pour supporter le Burkina Faso? Avec tout son statut et toute son influence internationale. L'Afrique du Sud reste jusqu'aujourd'hui bouche bée contre le terrorisme au Burkina et par extension au Sahel. Parce que toute l'Afrique de l'Ouest était, n'est-ce pas, solidaire avec la lutte de l'ANC. Sékou Touré, Kwame Nkrumah en particulier. Mais aujourd'hui, beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest sont sous le joug du terrorisme impérialiste, terrorisme supporté et financé par l'impérialisme mondial. Que dit l'Afrique du Sud? Nous allons plus loin. Le Mozambique est attaqué dans la province du Cabo Delgado depuis qu'on a découvert du pétrole au Mozambique. Le Mozambique a connu une recrudescence des terroristes. Je vous rappelle que l'Afrique du Sud a une dette de sang avec le Mozambique. Le président Samora Machel est décédé d'un crash d'avion dans la localité de Bouzini en Afrique du Sud, pour Malanga. Les conséquences de son décès ne sont pas élucidées jusqu'à nos jours. Face au terrorisme au Mozambique, nous estimons que l'Afrique du Sud a sa partition à jouer, d'autant plus qu'ils sont dans les pays de la SADC tout ensemble. Même sonne de cloche du côté de la RDC Congo. Aujourd'hui, le Congo est attaqué, balkanisé à l'est, dans sa côte est, par les rebelles terroristes impérialistes supportés par le M23 du président rwandais Paul Kagame. L'Afrique du Sud dernièrement a eu envoyé 1000 soldats au Congo, Kinshasa, pour soi-disant lutter contre le M23. Mais cela est insuffisant. Nous demandons des actions internationales. Pourquoi ne pas traduire
l'Afrique du Sud connaît très bien qui se cache derrière le terrorisme pour avoir été victime d'un terrorisme barbare, impérialiste de la patrie. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est très bien placée pour lire clair dans tout ce qui se passe sur le continent africain. Mais reste bouche bée, l'ANC. Cet égoïsme, ce manque de reconnaissance, nous le décrions ici. Il est temps que l'Afrique du Sud s'implique dans les problèmes africano-africains. L'Afrique du Sud s'implique dans les causes africaines. L'Afrique du Sud, n'est-ce pas, amène, n'est-ce pas, porte la voix de l'Afrique mondialement. Pays membres des G20, pays membres des BRICS et autres. Ceci nous permet de conclure la quatrième partie de notre émission où il était question de démontrer que les conséquences de la duplicité de Nelson Mandela et de l'ANC sont palpables jusqu'à nos jours. C'est la raison pour laquelle, d'après les informations, n'est-ce pas, l'ANC en 2024 a perdu la majorité au Parlement sud-africain. Je vous rappelle que l'ANC, c'est le parti majoritaire qui a porté Nelson Mandela au pouvoir, après cela Thabo Mbeki au pouvoir, après cela Jacob Zuma au pouvoir et présentement Cyril Ramaphosa au pouvoir. C'est la première fois dans l'histoire que l'Afrique du Sud devient minoritaire ou alors non majoritaire au Parlement. On a vu, n'est pas, l'émergence des partis politiques comme le DA de Hélène Zille, le Democratic Alliance. On a vu les partis comme le IFF de Julius Malema et le Umkhonto Sisizwe de Jacob Zuma. Jacob Zuma qui s'est détaché de l'ANC, n'est-ce pas, pour rejoindre le Umkhonto Sisizwe. Donc tout ceci montre que l'ANC a failli à sa mission et ne fait plus l'unanimité complète en Afrique du Sud. Ceci nous amène à la cinquième partie de notre émission où nous allons ébaucher quelques mesures, n'est-ce pas, de sortie de crise, quelques solutions à tout ce qui précède. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans cette cinquième et dernière partie de notre conférence, nous voulons ébaucher quelques sorties, n'est-ce pas, de crise, de ce bourbier, n'est-ce pas, dans lequel se trouve l'Afrique du Sud et l'ANC en général. Eh bien, comme nous l'avons démontré, l'ANC, depuis l'accession au pouvoir, n'a cessé de diluer sa lutte. L'ANC de nos jours ne reflète pas l'ANC des pères fondateurs. L'ANC a changé sa ligne révolutionnaire. Bien évidemment, ceci s'est passé sous l'impulsion et la pression des lobbies Boers et par extension des lobbies néocolonialistes occidentaux. Face à ceci, vous êtes sans ignorer que l'un des partis très supportés par les Noirs en Afrique du Sud, qui est le IFF, Economic Freedom Fighters, de Julius Malema, juste par le nom du parti, les lutteurs économiques de la liberté, juste par le nom du parti, nous sentons que une importance majeure, n'est-ce pas, se situe au niveau de l'économie sud-africaine. Donc, l'intégration sud-africaine passe forcément par la répartition des terres. Et ceci est l'un des clauses, ou alors l'un des piliers du programme du IFF de Julius Malema. Nous ne supportons pas ici le IFF ou un autre parti, mais nous essayons de réfléchir aux solutions de sortie de crise. Donc la première solution est économique, bien évidemment, où il est question de répartir, de redécoloniser l'Afrique du Sud de telle sorte que les Noirs peuvent s'asseoir sur le champ économique, peuvent aussi détenir des terres
Comment pouvez-vous imaginer qu'en Afrique, un noir puisse louer la terre, payer la terre où il doit être enterré, dans son village? Comment pouvez-vous penser qu'en Afrique, au XXIe siècle, nous avons des terres, des villages entiers, où les Africains louent l'espace aux Blancs pour cultiver et même pour se faire enterrer? En Afrique subsaharienne, on pourrait au moins établir une nette différence dans la mesure où, bien qu'étant sous-développé, très, n'est-ce pas, très sous-développé, contrairement à l'Afrique du Sud, beaucoup de pays subsahariens, au moins, la terre appartient aux locaux. En Afrique du Sud, il y a un travail de répartition de la terre sans équivoque. C'est justement ce que Julius Malema a appelé dans son programme politique récupération sans récompense. Parce que beaucoup de gens affirment qu'on doit récompenser ou alors on doit dédommager les Blancs en reprenant les terres. Le IFF estime qu'on doit reprendre sans dédommager, comme ce fut le cas au Zimbabwe de Robert Mugabe. La deuxième solution ici, c'est justement augmenter le taux d'alphabétisation, créer des programmes interafricains qui permettront, n'est-ce pas, à exciter la population noire à l'alphabétisation. Parce que comme Mandela l'a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer ce monde. Après le plan sur l'alphabétisation, il faudrait bien évidemment une sorte de reconnaissance. Il faudrait que l'Afrique du Sud s'inscrive dans un plan d'intégration africaine, que l'Afrique du Sud joue pleinement sa partition dans le champ politique africain. N'est-ce pas? Parce que vous savez bien, l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus développés en Afrique, l'un des pays qui a les universités les plus prestigieuses en Afrique. Mais ne joue pas sa partition dans l'intégration africaine. Voilà. Parce qu'il est incompréhensible qu'en 2024, on parle encore de xénophobie dans un pays africain. Qu'en 2024, on parle d'insécurité criard, galopant, de vol, de viol, assassination, des assassinats d'autant pour moi. Nous pensons que c'est le devoir de l'ANC, n'est-ce pas, de mettre en place des programmes socio-éducatifs pour, n'est-ce pas, faire en sorte que l'Afrique du Sud se connecte avec son passé mémoriel. Son passé, n'est-ce pas, qui a été dominé par le support des pays noirs à la cause, à la lutte d'émancipation sud-africaine contre l'apartheid. Et si tout, n'est-ce pas, ces clauses sont réunies, ce qui permettra un meilleur vivre ensemble entre la population blanche et la population noire. Ceci permettrait aussi, entre autres, de juguler le racisme et la division des classes sociales. On pourrait enfin assister à une Afrique du Sud où il y a des quartiers mixtes, où il y a vraiment une intégration des races. Je vous rappelle ici que les mariages mixtes en Afrique du Sud sont presque inexistants. La population ne se mélange pas. Il y a toujours cette haine, cette rage, n'est-ce pas, des Noirs envers les Blancs. Il est temps de penser à une réconciliation ordonnée. Cette réconciliation, n'est-ce pas, passe bien évidemment par les solutions que nous avons proposées dans cette cinquième partie. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission qui consistait, n'est-ce pas, à présenter un discours contradictif, n'est-ce pas, sur la personne de Nelson Rolihlahla Mandela,
connu comme la personne qui a libéré, qui a mis fin à l'apartheid. Nous estimons et nous espérons que nous avons montré que cette thèse relève de l'esbrouf, voire de la fantasmagorie. Et il est temps que, n'est-ce pas, les Africains, n'est-ce pas, reprennent le destin en main, cessent de relater et de propager les discours officiels sur notre continent. Il est temps qu'on relate l'Afrique du Sud de notre angle, qu'on identifie les vrais panafricanistes des faux panafricanistes. Sur ce, je vous remercie bien évidemment de partager massivement cette émission. Partagez massivement cette émission pour qu'elle puisse instruire plus d'une personne, tant sur le continent africain que sur le continent, que dans la diaspora. Merci, merci beaucoup. Maïbouye i Africa. Et comme le dit le président révolutionnaire du Niger, le général de brigade Abdourahmane Tchani, Laboussani no Zanchan Kaisaini. Maïbouye i Africa.